Bonjour et bienvenue dans le chapitre 14 de votre livre qui porte sur les aspects énergétiques des phénomènes mécaniques. Dans ce chapitre, nous allons parler de deux façons de stocker de l'énergie sous forme mécanique, soit sous forme d'énergie cinétique ou bien sous forme d'énergie potentielle de pesanteur. Nous allons également voir comment s'effectuent les transferts d'énergie d'une forme à l'autre, comme par exemple ici, pour ce skater qui possède au départ de l'énergie potentielle de pesanteur mais pas d'énergie cinétique, et qui, lors de la descente, perd de l'énergie potentielle de pesanteur et gagne de l'énergie cinétique, et lorsqu'il remonte, il va regagner de l'énergie potentielle de pesanteur en perdant de l'énergie cinétique. Alors, premièrement, théorème de l'énergie cinétique. Nous allons commencer par faire un rappel d'une forme d'énergie vue en troisième pour un système qui possède une vitesse dans un référentiel donné. Vous avez vu qu'il possède de l'énergie cinétique, notée EC, qui dépend de sa masse et de sa vitesse au carré dans ce référentiel. L'expression de l'énergie cinétique est 1/2 multiplié par la masse et multiplié par la vitesse au carré, avec la masse en kilogrammes, la vitesse en mètres par seconde et l'énergie qui s'exprime en joules. Le système qui possède de l'énergie cinétique peut en perdre ou en gagner, autrement dit, cette énergie cinétique peut varier. Cela va dépendre de la façon dont le système va interagir avec son environnement, c'est-à-dire avec le milieu extérieur. Différents corps ou différents objets du milieu extérieur peuvent agir sur le système par l'intermédiaire de forces, et autrement dit, ça peut lui communiquer ou lui prendre de l'énergie cinétique. On peut exprimer ce qu'on appelle le théorème de l'énergie cinétique, qui nous dit que la variation de l'énergie cinétique d'un système en mouvement d'une position A à une position B est égale à la somme des travaux de toutes les forces appliquées au système entre A et B. Le travail est une forme de transfert d'énergie d'un corps vers un système. On va tout de suite définir ce qu'est le travail. Le travail d'une force va permettre de donner ou de prendre de l'énergie à un système. Et on calculera toujours le travail d'une force constante. Ici, le système qui a été choisi est la skieuse. Elle est soumise à une force qui est notée vecteur F, qui est constante. C'est la force de traction exercée par la perche sur elle. Une force est constante lorsqu'elle conserve toujours les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire toujours la même direction, le même sens et la même valeur. C'est bien le cas ici. Au cours du déplacement AB, on voit que le vecteur F garde toujours la même direction, il est toujours parallèle à lui-même, le même sens et puis la même valeur qui se traduit toujours par la même longueur du vecteur. Pour calculer le travail d'une force constante le long d'un déplacement AB, travail que l'on va noter avec la lettre W parce que ça provient de l'anglais et du mot work, on va calculer le produit scalaire du vecteur F par le vecteur déplacement AB. Alors pour calculer ce produit scalaire, il faut prendre la norme du vecteur F, et on rappelle qu'une norme est toujours positive, que l'on va multiplier par la norme du déplacement AB, autrement dit la longueur AB, et on multiplie par le cosinus de l'angle qui existe entre ces deux vecteurs. Donc par exemple, sur le schéma, le vecteur déplacement AB n'a pas été représenté, mais c'est une flèche qui est parallèle à la piste et orientée de A vers B. La force F, elle, est constante et parallèle à la perche. L'angle entre ces deux vecteurs, c'est l'angle alpha, qui garde une valeur constante lors du déplacement. Pour calculer le travail, il faut donc connaître l'intensité de la force en newton. Il faut également connaître la longueur du déplacement AB en mètres et connaître l'angle alpha entre les deux vecteurs, vecteur force et vecteur déplacement AB. L'angle peut être exprimé en degrés ou en radians, mais il faudra, dans ce cas, choisir le bon mode sur votre calculatrice. Quant au travail, c'est de l'énergie, il s'exprime en joules. Donc, la notation, W pour désigner le travail, le long du déplacement AB, de la force constante F, c'est égal au produit scalaire du vecteur F par le vecteur déplacement AB. Ensuite, quand on développe le produit scalaire, la norme de F multipliée par la norme de AB est multipliée par le cosinus de l'angle qui existe entre ces deux vecteurs. Le travail de la force constante F est une grandeur algébrique.
Autrement dit, ça peut être positif ou négatif. Et si on regarde le calcul du travail de cette force, on voit que ça fait intervenir la norme de F qui est positive, la norme de AB qui est également positive, et le cosinus de l'angle alpha qui peut être positif ou négatif. Cela va dépendre de la valeur de l'angle alpha. Alors si alpha est égal à 0 ou alpha compris entre 0 et pi sur 2 radians, eh bien le cosinus de l'angle alpha va être positif, le travail va être positif, on dit que le travail est moteur. Si alpha est égal à pi sur 2 radians ou 90 degrés, eh bien le cosinus de l'angle alpha est égal à 0, le travail est nul. Et si alpha est compris entre pi sur 2 et pi radians, le cosinus est négatif, le travail est négatif, on dit que le travail est résistant. Lorsque alpha est égal à 0, le travail est maximal car le cosinus de alpha est égal à 1. Pour toutes les autres valeurs de alpha, le cosinus de l'angle alpha sera inférieur à 1. Alors si on reprend l'expression du théorème de l'énergie cinétique, qui nous dit que la variation de l'énergie cinétique, donc notée delta de EC, entre deux positions, la position finale qui va être notée B et la position initiale qui est notée A, donc delta de EC c'est l'énergie cinétique en position finale en B moins l'énergie cinétique en position initiale, c'est-à-dire en A, c'est égal à la somme de tous les travaux au cours du déplacement AB des forces qui agissent sur le système. Alors, quelques expressions du travail d'une force qui sont utiles à retenir. Celle du travail du poids, car dans tous les problèmes, le système étudié possède une masse et se déplace à proximité de la Terre, donc nous serons toujours amenés à calculer ce travail. Et autre travail qui reviendra très souvent, c'est celui d'une force de frottement constante. Avant d'établir une relation simple pour calculer le travail du poids, nous allons définir ce qu'est une force conservative, car le poids en est une. Une force conservative est une force qui reste constante quel que soit le trajet pour aller du point A au point B. Deux trajets ont été ici envisagés, soit le trajet direct 1 ou un trajet indirect noté 2. Mais dans les deux cas, la force F garde toujours les mêmes caractéristiques, elle a toujours la même direction, le même sens et la même valeur. Donc quel que soit le trajet pour aller de A à B, la force F est toujours constante dans l'espace. Et si on calcule le travail de cette force sur chacun de ces deux trajets, on se rend compte que le résultat est le même. Le travail pour aller de A à B de la force F le long du trajet 1 est égal au travail pour aller de A à B de la force F le long du trajet 2. Et si on envisageait encore un autre chemin pour aller de A vers B, eh bien on se rendrait compte qu'on trouverait là encore le même travail. Tout simplement parce que la force F est conservative. Il faut donc retenir que pour une force conservative, eh bien le travail est indépendant du chemin suivi. C'est le cas de la force de pesanteur, c'est-à-dire du poids. On va pouvoir calculer son travail sur n'importe quel trajet AB. Alors pour calculer le travail du poids, donc du vecteur P dans l'exemple qui est proposé, plusieurs trajets ont été envisagés. Donc soit le trajet direct AB, soit un trajet qui est indirect ou encore un autre trajet en passant par le point H, c'est-à-dire d'abord le trajet AH suivi du trajet HB. Et c'est ce trajet qui va nous intéresser. Parce qu'il se trouve que lors du trajet HB, eh bien, le vecteur P est perpendiculaire au vecteur déplacement HB. Donc ça veut dire qu'on aura un angle alpha entre ces deux vecteurs qui va être de pi sur 2 ou de 90 degrés. Et on sait que le cosinus pour un angle de 90 degrés ou de pi sur 2 est égal à 0. Donc autrement dit, au cours du déplacement HB, le travail du poids est égal à 0. En revanche, lors du trajet AH, l'angle alpha entre le vecteur P et le vecteur AH est de 0 degré. Et donc le travail est moteur et maximal. À noter que l'angle alpha qui a été représenté sur le schéma, c'est pour le déplacement direct AB. Mais nous, on est en train d'envisager le déplacement AH, et là, le vecteur P
avec le vecteur déplacement AH, son collinéaire est de même sens, on a un angle alpha donc qui est de 0. Donc si je reprends pour le déplacement AH, le travail est égal au produit de la norme de P par la norme de AH multiplié par le cosinus qui existe entre ces deux vecteurs. On a dit qu'entre le vecteur P et le vecteur AH, l'angle alpha est égal à 0, donc le cosinus de alpha est égal à 1. On se retrouve tout simplement à multiplier la norme de P par la norme de AH. La norme de P est égale au produit de la masse du système par l'intensité, ou la norme en tout cas de l'intensité du champ de pesanteur. Le champ de pesanteur, G, représente l'attraction qui est exercée par la Terre. Et AH représente la différence d'altitude ou la différence de cote entre le point de départ, point noté A, et puis le point d'arrivée B, qui est à la même cote ou à la même altitude que le point H. Donc d'où l'expression qui a été notée ici pour le travail du poids le long du trajet AB, puisqu'on a dit qu'on prenait, pour aller de A à B, le trajet AH suivi du trajet HB, mais le long de HB, le travail est égal à 0, donc cela revient simplement à calculer le travail le long du trajet AH, eh bien c'est égal à la norme de P, mg, multiplié par la différence d'altitude entre ces deux points, ZA moins ZB. Alors une remarque sur le signe. Si le corps descend, ce qui est le cas ici, l'altitude du point A est supérieure à l'altitude du point B, autrement dit ZA moins ZB est positive, M étant positive, G étant une norme c'est aussi positive, eh bien le travail est positif, le travail est moteur. En revanche, si le corps y monte, donc si on échange le point B avec le point A, donc on imagine cette fois que le corps y monte, eh bien ZA sera inférieur à ZB. Et si ZA est inférieur à ZB, ça veut dire que la différence ZA moins ZB est maintenant négative, et donc le travail sera négatif et sera résistant. Donc à retenir, lorsque le corps descend, le travail est moteur, mais lorsque le corps monte, le travail est résistant. Donc voyons maintenant le cas d'une force de frottement constante qui s'oppose au déplacement AB. On le voit sur ces deux schémas, la force de frottement, qui est notée vecteur petit f, est opposée au déplacement AB, donc que ce soit le déplacement du solide dans un fluide ou le déplacement du solide sur une surface rugueuse. Alors dans le premier cas, le vecteur déplacement AB n'a pas été représenté, mais le vecteur vitesse indique le sens du déplacement et on voit bien que le vecteur F et le vecteur V sont de sens opposés. Donc cela signifie que ces deux vecteurs, vecteur F et vecteur déplacement AB, sont collinéaires mais de sens opposés. Dans le deuxième cas, le solide glisse sur une surface et pour trouver la force de frottement, elle résulte de la réaction du support qui est noté vecteur R. On peut décomposer cette réaction en une composante qui est dite normale et qui va être notée Rn. Donc elle signifie qu'elle est perpendiculaire au support et qui traduit le fait que l'objet ne peut pas s'enfoncer dans le support. Et une autre composante qui est tangentielle et qui est notée RT et qui est parallèle au support et qui représente la force de frottement. Donc c'est pour ça qu'on a noté vecteur RT qui est égal au vecteur petit f, force de frottement. Et là encore, le long du trajet AB, les vecteurs F et vecteur déplacement AB sont de sens opposés. Donc là encore, on voit que le vecteur vitesse qui traduit le déplacement est de sens opposé au vecteur force de frottement petit f, donc des forces qui sont collinéaires mais de sens opposé. Pour calculer le travail de cette force constante F le long du trajet AB, elle est égale au produit scalaire entre ces deux vecteurs, vecteur F scalaire vecteur déplacement AB. Et si on développe ce produit scalaire, c'est la norme de F multipliée par la norme de AB et multipliée par le cosinus de l'angle entre ces deux vecteurs. Le vecteur F et le vecteur AB sont collinéaires mais de sens opposé, donc il existe un angle de 180 degrés entre ces deux vecteurs. Le cosinus de 180 est égal à moins 1, donc autrement dit le travail va être négatif, il va être résistant et il s'écrit
moins la norme de f multipliée par la norme de AB.